Salut à tous, nouvelle vidéo. Vous avez été des milliers, que dis-je, des millions, voire des milliards, ou pas, à nous le demander. C'est le retour du classique à regarder dans le noir. Générique. Donc vous l'aurez compris, hein, c'est le retour du classique à regarder dans le noir, ça fait un moment qu'on n'en avait pas fait. Et ce soir, on vous a gâté bande de coquinous. On va parler d'un classique des années 80, voire, je pense qu'on peut le dire, du cinéma fantastique et d'horreur tout court, puisqu'on va vous parler de Poltergeist. Ça veut dire Poltergeist en français. Le film, donc Poltergeist, est réalisé par Tobe Hooper, grand maître du cinéma de genre, hein, pour pas le nommer, à qui on doit notamment Mortuary, Le Crocodile de la Mort, Massacre dans le train fantôme, Massacre à la tronçonneuse, The Toolbox Murderer, oui monsieur, j'ai appris mon anglais. Toolbox, tool comme des... Ah bah excuse-moi, c'est Toolbox, ok, on est en France. Massacre à la boîte à outils, quoi. Bref, un homme sans esprit qui aime les murders. Et les massacres. Aussi. Et en plus, il est coécrit et coproduit par un certain Steven Spielberg. Je connais pas. Le film met en scène une famille bien sous tout rapport, a priori, qui vit dans une petite banlieue de Californie, qui va être confrontée à des manifestations paranormales. Et pas très normal. La famille va très vite s'apercevoir qu'ils sont confrontés en fait à des fantômes qui iront même jusqu'à kidnapper leur petite fille. Je dirais même des poltergeists, d'où le titre. Eh ben pourquoi c'est un classique? Parce que dans un premier temps, pour son côté intemporel, puisqu'encore aujourd'hui, en 2023, le film est considéré comme un des plus efficaces et un des plus flippants de tous les temps. Le film est d'ailleurs placé en 84e position des meilleurs thrillers du cinéma américain par l'American Film Institute, auprès de films comme Halloween par exemple, L'Exorciste ou Les Dents de la Mer, donc le gratin du cinéma fantastique et d'horreur américain. Et la Chicago Film Critics le nommera même 20e des films les plus terrifiant de tous les temps. Ça fait peur. Et d'ailleurs, pour moi, il s'agit d'un des films les plus angoissants du cinéma de genre, notamment grâce à son climax phénoménal. Et Poltergeist, comme la plupart des films que l'on aborde dans les classiques, a eu un impact considérable sur la pop culture et bien évidemment sur le cinéma de genre. D'ailleurs, pour moi, et je pense que pour toi aussi, le film va même aller jusqu'à poser les bases de Insidious. On voit clairement les similitudes entre les deux films. Et donc, comme je vous le disais avant, il aura un impact évidemment sur la pop culture, où on pourra notamment constater des hommages, des clins d'œil, notamment dans le clip de Korn, Here to Stay, et puis même dans des séries beaucoup plus mainstream, comme dans où Phoebe fera allusion justement à Poltergeist. En effet, si pour ceux qui savent, à un moment donné, lors d'un dialogue, elle dira à Joey, s'il meurt, il ne devra pas revenir sous forme d'un poltergeist qui voudra l'aspirer à travers la télé en fait. Après, on trouve également des hommages dans Les Griffins et bien évidemment dans Scary Movie 2 qui reprend la base du film. Et même en France, il y aura des hommages, notamment dans la série Kaamelott, petite série que très peu de monde connaît en France, ou encore dans le film parodique, et là c'est le vrai titre, c'est pas une blague. Poltergeist. Le film connaîtra également bien sûr un gros succès au box-office, ce qui lui permettra l'honneur d'avoir non pas une mais deux suites sorties respectivement en 1986 et 1988, ainsi que l'honneur ultime d'avoir son propre remake en 2015, et le film aura droit également à sa propre série de 4 saisons. Non, pas celle-là. Bon, est-il utile vraiment de préciser que ces suites et ce remake n'ont pas eu, bien sûr, le même succès critique et commercial que le premier, hein, faut pas déconner non plus. Le film fut également nominé 3 fois aux Oscars, sauf qu'au final, il en remportera
0 peanuts. Par contre, il se verra attribuer 3 Saturn Awards, celui du meilleur film, du meilleur maquillage et de la meilleure actrice dans un second rôle. Alors, l'idée originale du film vient à la base de Steven Spielberg, mais étant occupé pour le tournage de E.T., il ne pouvait donc pas réaliser Poltergeist. Son choix de réalisateur s'est alors tourné vers Tobe Hooper parce qu'il avait adoré Massacre à la tronçonneuse. Bon, il faut dire qu'on sent clairement l'ombre de Steven Spielberg qui plane sur ce film, et on peut bien sûr penser que même s'il ne l'a pas réalisé, eh ben il a peut-être quand même mis beaucoup ses pattes dedans. Certains diront même à l'époque que le rôle de Spielberg était beaucoup plus important que celui de Hooper. Alors, petit disclaimer, nous, à notre niveau, on ne va pas, au travers de cette vidéo, donner d'avis tranché sur la question, parce que c'est pas notre boulot, hein. On va essayer d'être le plus factuel possible en l'état actuel de nos connaissances et de ce qu'on a pu retrouver comme documentation. Alors, à noter que le débat était même présent au sein d'au moins une partie de l'équipe du film, puisque certains acteurs auront des discours assez contradictoires quant à l'implication de Steven Spielberg et de Hopper, à savoir de qui était réellement présent derrière la caméra et à quel moment. Spielberg lui-même s'attribuera à demi-mot une grande partie de la réalisation. Le coproducteur Frank Marshall, lui, attribuera la conception de la totalité des storyboards à Steven Spielberg, alors que Tobe Hooper, lui, de son côté, affirmera être l'auteur d'au moins la moitié des storyboards. C'est le bordel. La Directors Guild of America, excusez ma prononciation, ira même jusqu'à mener une enquête pour savoir quel était vraiment le rôle de Hooper dans le film et quel était vraiment le rôle de Spielberg, très certainement pour des questions contractuelles. La question a été aussi de savoir si le rôle de Hooper, en tant que réalisateur du film, était dénigré, voire remis en question par les dires de Spielberg. Tobe Hooper, quant à lui, il va s'occuper du premier montage du film. Toujours est-il que l'idée originale émane bien évidemment de Spielberg, et puis sa scène mythique de la piscine avec les squelettes également. Bref, dans tous les cas, ce débat Spielberg-Hooper, il n'est pas si simple que ça, et on vous laisse vous faire votre propre opinion sur la question. Cependant, l'idée de base de Spielberg était relativement proche de la version finale, à l'exception de certaines scènes, notamment la scène de fin qui devait à la base être beaucoup plus grandiloquente, puisqu'elle devait voir la totalité de la ville être évacuée et réduite en cendres. Mais au final, le crédit officiel en tant que réalisateur revient bien à Tobe Hooper. Alors en ce qui nous concerne, encore une fois, on n'a pas réellement d'avis tranché sur la question, parce que oui, effectivement, Tobe Hooper est bien officiellement le réalisateur du film, donc il a forcément exercé une masse de travail assez importante sur la réalisation du film, mais il est vrai que à la vision du film, pour ceux qui connaissent, l'empreinte de Steven Spielberg plane quand même pas mal sur le film, mais certaines scènes en particulier n'étant pas forcément marquées par l'empreinte de Steven Spielberg, nous, à notre niveau, on pencherait plus pour une réelle collaboration entre les deux hommes, Spielberg et Hooper. Concernant les thèmes abordés, on peut bien sûr y voir une critique de l'American Way of Life. C'est un sujet quand même très récurrent dans les années 80. Avec sa petite banlieue toute mignonne, proprette à la Desperate Housewives, sa famille américaine bien typique qui se fera totalement dépasser par une force, ou bien encore l'omniprésence de la télé dans les foyers américains, la famille étant totalement dépendante de la télé pour pouvoir communiquer avec leur fille enlevée par les fantômes. Même si ça paraît évident comme ça, c'est bien sûr un des gros thèmes abordés par le film. Et au passage, la cellule familiale qui vole en éclats sera, non sans rappeler, un certain film dont on vous a déjà parlé très récemment, Véronica, et tout ça va apporter une dimension dramatique au film. C'est encore une fois un thème récurrent qui revient très souvent dans le cinéma fantastique. Bon, petit passage obligé, et là on va carrément pas faire dans l'originalité, mais alors pas du tout, mais il est très difficile de parler de Poltergeist sans parler de tout ce qui se passe autour, à savoir ce que certains ont appelé la malédiction Poltergeist. Donc on va probablement dire des choses que certains savent déjà et qui ont déjà été dites des milliers de fois. Bon, alors bien sûr il existe de nombreux exemples de films fantastiques ou même grand public, d'horreur, etc., qui ont des réputations de films maudits. Alors parmi les plus connus, on pense à The Crow, qu'on a déjà également abordé sur la chaîne. Dans une moindre mesure, un peu moins glauque, parmi les films maudits, on pourrait citer des films comme Waterworld ou Les Dents de la Mer ou ce genre de choses, mais là c'est plus par rapport aux conditions de réalisation et à certains éléments matériels sur les tournages. Là on va rentrer dans quelque chose, pas forcément dans un aspect technique, mais des choses beaucoup plus glauques en fait. Et cette réputation de film maudit viendra tout simplement du fait que certains protagonistes du film et de ses suites vont disparaître, soit pendant, soit après les tournages, dans des circonstances quand même assez brutales. Déjà pour commencer, pendant le tournage, le jeune acteur Oliver Robbins aurait failli être réellement étranglé durant le tournage suite à un mauvais réglage d'une marionnette. Il en réchappera heureusement. Autre chose un peu plus
dark on va dire. En novembre 82, l'actrice Dominique Dunne ou Dunne sera étranglée par son compagnon et summum du glauque à vérifier, mais pour couvrir les cris de l'actrice, eh ben son bourreau aurait tout simplement passé à fond la musique, le thème de Poltergeist. La jeune actrice Heather O'Rourke, qui est également présente dans les 3 films de la saga, décédera en février 1988 d'un choc septique à l'âge de 12 ans. La malédiction continuera également sur le tournage du Poltergeist 2, puisque Will Sampson, qui est également d'ailleurs un vrai chaman, décédera en 1987 des suites d'une complication post-opératoire, ce qui renforcera encore une fois de plus cette espèce de malédiction planante sur les films Poltergeist. En effet, comme on vous l'a dit, donc Will Sampson était donc un véritable chaman et il lui aurait été demandé de pratiquer un exorcisme sur le plateau de tournage après que l'équipe en fait se soit aperçue que les squelettes de la piscine étaient en fait de véritables cadavres. Pour peu qu'on soit légèrement superstitieux, c'est un poil troublant. L'acteur Julian Beck, qui joue le révérend Kane, décédera d'un cancer de l'estomac juste avant la sortie du 2e opus en 1985. Alors là, on va un peu temporiser ce qu'on vient de dire parce que on parle de malédiction. C'est surtout, on va dire, quelque chose qui a été véhiculé, je pense, par certains médias de l'époque. Je pense pour faire un peu dans le sensationnalisme et renforcer peut-être un peu l'aura du film. La réalité est quand même beaucoup plus terre à terre, je pense, puisque certains acteurs sont tout simplement décédés de maladies déjà connues pendant ou avant le tournage des films. Et que malheureusement, l'actrice Dominique Dunne, elle, fut tout simplement, et c'est bien triste à dire, victime d'un compagnon extrêmement violent, multirécidiviste. Et donc même si tous ces faits-là ont été connus assez rapidement, il n'en fallait pas moins pour que naisse l'idée d'une malédiction poltergeist. Alors ça peut s'expliquer par le fait que certains des protagonistes décédés, on en parlait tout à l'heure, jouaient, on va dire entre guillemets, des figures religieuses. Un prêtre ou un pasteur pour l'un, un chaman pour l'autre. On peut émettre l'idée que c'est à cause de ces circonstances-là et de ces éléments-là que qu'est née l'idée de cette malédiction poltergeist. Alors pour vous, malédiction ou pas? Alors, comme on vous l'a dit, c'est quand même un poil glauque et cette notion de malédiction poltergeist, ça remet certaines choses en perspective de notre point de vue à nous de spectateurs, à savoir on s'inclut parfaitement dans le lot sur notre besoin de sensationnalisme ou de créer une espèce de folklore comme ça autour de certains films, comme ça a pu être le cas pour d'autres œuvres comme The Crow, Cannibal Holocaust dans une certaine mesure. Ça peut remettre en question le fait que peut-être que nous, en tant que spectateurs de films de genre, le côté imagerie graphique ou thème assez sombre, peut-être ne nous suffit pas. Il y a peut-être toujours une espèce de besoin de rajouter une espèce de folklore autour de certaines de ces œuvres. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. On espère que vous l'avez appréciée. N'hésitez pas à nous dire en commentaire vos retours. Est-ce que c'est une malédiction? Est-ce que c'est pas une malédiction? Est-ce que c'est Spielberg? Est-ce que c'est Hopper? Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux toujours et encore, Twitter, Instagram et Facebook. N'hésitez pas à partager la vidéo, ça nous aide toujours beaucoup. En attendant, faites de beaux rêves. Et si vous faites des cauchemars, n'oubliez pas, c'est que du cinéma.